En 2020, donc l'an dernier, le groupe IRD a investi près de 9,5 millions d'euros au capital des entreprises de la région. Vous allez nous expliquer un petit peu tout ça. Et puis du côté des réalisations, en 2020, on retient le siège de l'établissement français du sang ou encore le restaurant panoramique Nu du côté de Lille. Alors le groupe IRD, je le disais en introduction, en appui pour la création, la concrétisation de projets d'entrepreneurs. Dans quel domaine précisément? Puisqu'il y a plusieurs secteurs bien précis. On parlait du capital à l'instant. Oui, effectivement. L'IRD, c'est un fonds territorial, donc il a une vocation d'aider des entreprises du territoire, avec 3 piliers. Un pilier qui est le capital développement pour les entreprises, alors effectivement de la création jusqu'au stade de l'ETI. Un deuxième pilier qui est l'immobilier, donc pour accompagner soit les chefs d'entreprise dans leur immobilier, soit pour d'autres opérations pour accueillir des entreprises. Et puis un troisième pilier qui est du conseil en développement pour les entreprises, du conseil en transformation. Voilà, c'est cet ensemble de 3 piliers qui composent l'IRD. Alors dans vos chiffres, en fait, on a investi l'année dernière un peu moins en capital développement que les autres années pour la raison que vous connaissez. Oui, mais globalement, c'est une vingtaine de millions, dont 9, la moitié à peu près dans les Hauts-de-France. Et sur l'immobilier, c'est une trentaine de millions. Elle a été impactée comment? Alors l'activité de l'IRD l'année dernière, c'est un petit peu moins de capital investissement, il y a autre chose. Un peu moins de projets de développement. Il y a eu des projets qui ont été reportés ou gelés pendant cette période. Comme tout le monde, on a été confinés aussi, comme tout le monde. Donc on a... Tout s'est mis un peu sur pause. Voilà, il y a eu une sur pause. Mais ce qui est particulier, c'est cette reprise absolument exceptionnelle qu'on connaît aujourd'hui. Le rebond était complètement imprévu et très étonnant en ce moment. Qu'est-ce que vous retenez justement de ce qui se passe là en ce moment? On parle vraiment d'un rebond, parce que vous avez quand même le témoignage de ces entrepreneurs des Hauts-de-France. Bien sûr, bien sûr. Écoutez, il se passe quelque chose qui mérite réflexion et analyse pour prévoir demain. Effectivement, on a ce qui n'était absolument pas prévu, pas assez de ressources humaines, pas assez de matières premières, le chômage qui baisse. On va revenir à un PIB quasiment de 2019. Je vous rappelle que pendant la crise de Lehman Brothers, il a fallu 4 ans avant que le PIB français retrouve la situation d'avant Lehman Brothers. Là, il aura fallu 12 mois. Donc, en fait, si vous voulez, on a une situation de rebond tout à fait étonnant. Alors, je pense que c'est lié peut-être à 3 choses. La première, c'est qu'au fond, cette crise, d'abord, n'a rien cassé, n'a rien détruit, n'a rien abîmé. Même le système financier n'a pas explosé, comme pour Lehman Brothers. Et surtout, a mis en accélération 2 tendances de fond, qui sont les ruptures technologiques, numériques, mais pas que, bio, etc. Et l'environnement. Donc ces 2 vecteurs de fond sont des vecteurs de développement et de transformation. Ça se ressent dans votre activité, vous, au quotidien, chez IRD ? Exactement. Et ces 2 éléments-là se font qui nécessitent des investissements, se font avec l'argent pas cher. Mais justement, on parle de rebond, on parle aussi de défaillances d'entreprises qui doivent arriver, une grosse vague qui était annoncée pour 2021 avec ce rebond plus rapide. Est-ce qu'on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait moins de cas que prévu? Écoutez, ou reporter à 2022, 2023. Peut-être. Alors effectivement, la question qu'on se pose, et c'est la question de toucher l'entreprise, c'est est-ce que ce rebond est provisoire? Moi, je vous dis, il y a des éléments qui peuvent faire penser que ce rebond peut durer pour les raisons que je viens d'évoquer tout à l'heure. Mais il est vrai aussi qu'il y a des secteurs qui ont beaucoup souffert. Bien entendu, la restauration, le tourisme, ces secteurs-là, on risque d'avoir de la casse. Sûrement d'ailleurs. Maintenant, la vague de faillite viendra si les facteurs de rebond sont stoppés par d'autres facteurs, ce qui peut arriver. Et justement, vous êtes au contact au quotidien des chefs d'entreprise. C'est quoi le moral des dirigeants aujourd'hui? Le moral est plutôt bon sur certains secteurs en difficulté, parce qu'il ne faut jamais avoir une vue trop générale des choses. Mais le moral est plutôt bon, les carnets de commandes sont plutôt bons. Le problème aujourd'hui des chefs d'entreprise quand vous les rencontrez, c'est j'ai pas assez de personnel. Ou j'ai pas assez de matières premières. Oui. Et d'ailleurs, c'est les délais et la ressource un humaine. des obstacles potentiels au rebond, ou un des éléments qui peuvent faire stopper le rebond, c'est le manque de rapidité dans la conversion des femmes et des hommes pour répondre aux attentes du marché aujourd'hui. Et c'est un problème de formation. Et ça peut être effectivement un élément qui peut stopper le rebond. Il peut y avoir d'autres choses, comme des problèmes géopolitiques ou autres. Qui sont vos clients en ce moment-là, dans ce post-crise, qui ont besoin d'être accompagnés, soit pour se lancer, soit pour se développer? Tout secteur d'activité, je vous dis. Et les secteurs phares dans la région, c'est quoi? Oui, écoutez, il y a des secteurs bien sûr liés autour du retail, de la distribution, pas que la distribution, mais autour de la distribution. Il y a aussi l'industrie,
qui redémarre de façon étonnante, et notamment dans notre région. Je rappelle que notre région est la première région européenne d'accueil des investissements industriels. Mais donc, donc il y a un peu tout secteur, la formation aussi dans les ressources humaines. Donc il y a des sujets qui sont assez variés et qui montrent, au fond, vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait un secteur qui est... dans tous les secteurs, il peut y avoir des possibilités de réussite et de développement. Et vous avez adapté votre offre justement pour le rebond des entreprises. Vous parliez de deux leviers, l'innovation, la RSE. Vous avez fait des choses dans ce sens-là? Oui, je pense que la question pour un fonds comme l'IRD, c'est qu'il faut être accompagné aussi en compétences. Oui. Et en expertise. En plus du financement, c'est ça? Au fond, l'argent, voilà. D'abord, il y a de l'argent, il y en a. Peut-être trop d'ailleurs, mais il y en a. Il y en a eu dernièrement en tout cas. Il y en a beaucoup. Et donc la question c'est comment on accompagne. Et moi je dis aux chefs d'entreprise, il ne suffit pas de recevoir de l'argent ou d'ouvrir son capital. Il faut être sûr que les gens qui vous accompagnent ont les compétences pour vous aider à vous développer et à vous transformer. Et c'est ça qu'on a fait. C'est ça qu'on a fait en lançant ce fameux fonds FE2T dans lequel on a réuni des entrepreneurs de renom qui viennent au service des entreprises de leur territoire pour les aider à se transformer. Des entrepreneurs de France. Voilà, avec des experts de renom comme Arnaud Marillon qui viennent accompagner les entreprises dans leur transformation. Et nous, on vient dire, on est prêt à vous aider financièrement, mais on vous aide aussi avec des compétences. Et la fin du quoi qu'il en coûte là, de Bruno Le Maire il y a quelques jours à peine, le ministre de l'économie, ça n'a pas freiner un petit peu les espoirs justement de ce rebond? Non, mais il faut sortir de quoi qu'il en coûte. Je veux dire, les entreprises ne sont pas faites pour être subventionnées par l'État. Et ce n'est pas du tout le désir des entrepreneurs. C'est pas trop tôt? Non, il fallait prendre une décision. Ils ont dit qu'ils le feraient. Justement progressivement, qui s'adapterait, qui ferait du cousu main en fin de compte, et c'est très bien. Mais je vois, il faut sortir du quoi qu'il en coûte, et il faut que l'État retrouve sa place, peut-être même pas tout à fait la place qu'il avait avant Covid, mais qu'il redevienne dans un rôle d'État. Et les perspectives pour votre groupe, pour IRD, alors pour cette fin d'année 2022? Écoutez, les perspectives sont bonnes, puisque là on est en train d'arrêter les comptes semestriels, dont je peux pas vous parler parce qu'ils sont en train d'être arrêtés, mais les chiffres sont plutôt bons, parce qu'effectivement aujourd'hui le capital développement jouit d'un engouement très fort, les entreprises se développent, donc les valeurs montent, l'immobilier aussi se tient très bien, notamment sur la métropole, parce qu'effectivement le niveau concurrentiel n'est pas le même que certainement dans certaines autres grandes métropoles. Voilà, donc non, les chiffres sont plutôt positifs. Donc on est plutôt dans un cycle optimiste. La question aujourd'hui, c'est qu'il faut investir et se transformer. Ou investir pour se transformer. Le danger qu'il y a aujourd'hui d'un rebond un peu trop fort, c'est qu'on ne fasse pas les transformations nécessaires à l'IRD, comme dans nos participations, comme dans les autres entreprises. Justement, parmi les transformations que vous évoquiez, vous parliez tout à l'heure de la RSE. Il y a aussi un outil dans la région qui s'appelle le World Forum. Comment ça peut aider les entreprises? Oui, tout à fait. Voilà. Comment est-ce que ça peut aider les entreprises? Je pense que clairement aujourd'hui, la question de la RSE... Alors, il y a plusieurs éléments dans la RSE, mais peut-être la question de l'environnement. Et dans l'environnement, la question du réchauffement climatique est vraiment au top des préoccupations des entreprises, parce que c'est une question de durabilité et de durabilité du développement. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'une entreprise a besoin? Je vais vous donner un exemple très pratique. Aujourd'hui, par exemple, il y a des entreprises qui ne s'implantent pas dans des villes où il n'y a pas assez d'eau. Oui. Et donc, ça, c'est handicapant pour... on n'y pense pas forcément au départ. Voilà. Vous voulez un exemple? En voilà un concret qu'on m'a donné hier. Donc effectivement, la sauvegarde de l'eau est un élément de l'attractivité économique. Donc maintenant dire, on a une question RSE et puis je parle d'attractivité économique à un autre moment, non, c'est complètement lié. Demain, vous n'allez pas attirer des salariés, des compétences dans une ville où on aura du mal à respirer, où les enfants tousseront, voilà. Donc aujourd'hui, la question de l'environnement est clé. Et la question sociale dans la RSE est très importante aussi, parce que je crois qu'un des risques qu'on a aujourd'hui, c'est le creusement des inégalités. Et creusement des inégalités qui peut entraîner des révoltes ou autres. Voilà. Et donc aujourd'hui, on a besoin effectivement de soigner ça et d'éviter effectivement que la société se casse, parce que l'économie aussi
est dépendante d'une certaine stabilité sociale. Merci beaucoup Jean-Pierre Letarte d'avoir été notre invité. Merci pour cet éclairage positif. Élodie, on passe rapidement à l'actualité du journal des entreprises avec l'enseigne Damar qui affiche une croissance record sur la période 2020-2021. C'est justement un bel exemple. Oui, l'enseigne nordiste de prêt-à-porter Damar a effectivement terminé son exercice 2020-2021 avec un chiffre d'affaires de 439 millions d'euros. C'est quasiment 15% de croissance de plus par rapport à l'exercice précédent et surtout Damar renoue avec la rentabilité. Merci beaucoup Élodie. Damar qui compte aussi, je le rappelle, un réseau de 150 magasins physiques en France et en Belgique. On se retrouve la semaine prochaine, Élodie, pour un nouveau numéro de Hauts-de-France Business.